encore une fois. Merci à l'ARFOG, merci à mes amis, merci à cette communauté des gestionnaires de ressources humaines d'impulser une réflexion et un débat. Et c'est toujours bénéfique de réfléchir à ce qui peut se passer. Oui, effectivement, nous cherchons toujours à commencer par une grosse réflexion en se disant voilà comment on peut peut-être envisager certaines choses, voilà comment on peut penser à certaines choses. C'est excellent quand il y a une réaction, une réactivité, mais de l'autre côté aussi, croyez-moi, le sursaut collectif, ça devient un management social. Donc, nous allons reprendre tout de suite cette deuxième session de la GRH et du management social, après nous être imbibés ce matin de la signification d'une veille sociale avec une attention portée et soutenue à ce qui se passe dans l'espace de l'entreprise. Pour cela, dans la deuxième session, nous avons choisi 3 regards. Un regard d'enseignant sur un tableau de bord de la veille sociale, un regard d'un DRH professionnel dans sa quotidienneté, algérien, notre ami, nous sommes proches de nos frères, et en 3e lieu, d'un avocat qui s'est penché sur la fonction RH, mais le droit de cette fonction. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Aïda Mejri Boukhris, Majdi, et puis qui va nous parler du tableau de bord de la veille sociale. Merci beaucoup. Merci Zayn. Bon, ben, je vous avertis parce qu'avec Zayn, notre président, je crois qu'on n'a pas le choix que d'aller hyper vite. Mais il y a des choses qui ont déjà été dites, donc ça va permettre d'abréger un petit peu. C'est vrai que le thème m'a interpellée dans le sens qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est clair que dans la veille sociale, on peut introduire tous les outils classiques, tableau de bord social, bilan social, etc. Mais bon, ça c'est des outils qu'on connaît et qui finalement ne servent pas tellement la cause de cette veille sociale. Donc en fait, depuis toujours, la responsabilisation de l'encadrement est dans une logique justement de résultat, le résultat à tout prix, et on n'est pas du tout dans une logique sociale. Moi, je ne pense pas qu'on ait trop de social, je pense qu'on a trop peu de social et qu'on s'occupe assez peu finalement des salariés qui font l'entreprise. Du coup, on ne sait pas faire remonter correctement l'information sociale et on ne sait pas la traiter. C'est vrai qu'il ne suffit pas de l'observer, il faut également la traiter. Et donc, il faut des signaux qui captent, que doit capter l'entreprise et qui, malheureusement, ne rentrent pas du tout dans sa grille de décryptage. Le social, on ne sait pas encore le lire, on ne sait pas encore s'y prendre, et le social fait peur, en quelque sorte. Et sans une bonne stratégie RH, rien n'est jamais acquis. D'ailleurs, et encore même avec une bonne stratégie, rien n'est acquis. Transparence, écoute et dialogue, et je pense que c'est ce qui manque, c'est ce dialogue et cette écoute. La rationalisation des coûts, l'optimisation des effectifs, ce ne sont plus les seuls soucis de l'entreprise, mais manager le social pour anticiper les conflits, ça me semble être un levier important pour accroître la rentabilité et les performances, parce que combien d'entreprises perdent justement sur ces points-là à cause de conflits sociaux ou à cause d'une mauvaise gestion sociale au niveau de l'entreprise. En fait, je vais aller très vite, les causes principales des conflits, c'est la fragilité des relations internes, la fragilité de la communication sociale et une mauvaise connaissance, je dirais, de la réglementation. Donc, pour des relations internes, il y a très peu de communication interactive. Il y a très peu de veille sociale. Il y a peu des informations qui remontent vers la direction. Est-ce qu'elle le cherche ou pas? Ça, c'est un point d'interrogation. Toutes ces informations, en fait, elles vont lui permettre de connaître les préoccupations, les perceptions et les attentes des collaborateurs, car ce sont des personnes humaines qui ont des besoins et qui peuvent avoir des soucis. Et donc, il faut une cohésion qui permet de prévenir les risques sociaux. La communication sociale doit être mise en place dans le but d'appréhender les situations à risque, les analyser, donc trouver des solutions pour pouvoir les anticiper. Et on a un certain nombre d'indicateurs
qui peuvent nous montrer un petit peu la dynamique humaine de l'organisation, les absences, les retards, etc. Je reviendrai tout à l'heure puisque l'objet de la communication, c'est quand même quelques indicateurs. Et la réglementation, le droit, qui est une base incontournable, on voit qu'il y a une très mauvaise connaissance du droit et encore moins une bonne appropriation de ce droit et de la diffusion en fait du droit. Quand je dis du droit, c'est le règlement intérieur, c'est les conventions collectives et c'est évidemment la base de tout, le droit social. En fait, on voit que les managers, ils essayent de résoudre un petit peu des conflits quand il y a danger pour l'entreprise. Mais le problème, c'est que les actions ne sont pas inscrites dans une démarche globale. D'ailleurs, tout à l'heure, Siboucar a parlé de vue d'ensemble de l'écosystème. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de vue d'ensemble de cet écosystème et que cette vue fait véritablement défaut. Donc, cette veille et de communication, elle est transverse à l'ensemble du processus de l'entreprise. C'est une veille permanente à avoir pour appréhender, traiter les risques sociaux. Bon, la veille sociale, je ne vais pas rentrer dans la définition puisque ça a été déjà fait tout à l'heure, mais une veille sociale, elle va être utile au moins pour faire remonter une information, pour prendre en compte les attentes du personnel et pour prévenir les problèmes sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, en Tunisie, cette veille sociale ou les problèmes sociaux qui peuvent découler d'une mauvaise ou d'une absence de veille sociale reflètent une inquiétude réelle de la part des entreprises. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises commencent à regarder un petit peu, est-ce que je fais un baromètre social, qu'est-ce que je fais pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon organisation. Donc le tableau de bord de veille sociale maintenant, c'est un outil parmi d'autres qui a montré quelques avantages et il a été essentiellement mis en place dans des grandes entreprises comme Peugeot, Citroën, IBM, Shell, France Télécom, RATP. Donc mes sources sont essentiellement françaises. Donc le tableau de bord, ce n'est absolument pas un outil pour punir justement ou de traçabilité du comportement des collaborateurs, ni un élément de culpabilisation, ni un outil d'évaluation sur la gestion des cadres, ni une gestion sociale bis. Donc ce n'est pas un outil pour punir, c'est un outil pour regarder, comprendre et traiter. Bon, les indicateurs sont de deux types. On a des indicateurs de fonctionnement et des indicateurs qui sont liés à la santé et à la sécurité des salariés. Donc, dans les éléments du contexte, on va avoir des données chiffrées et des données non chiffrées. Bon, les données non chiffrées, c'est des modifications organisationnelles, c'est les causes des accidents de travail, etc. Et les chiffrés, j'y arrive tout de suite. Bon, le nombre de salariés, ça c'est quelque chose de très classique. Le taux de couverture, c'est l'effectif réel sur l'effectif théorique. En fait, ça permet de voir les situations de sous-effectif. Pourquoi ? Parce qu'une situation de sous-effectif au niveau d'une organisation, ça veut dire que l'entreprise a du mal à recruter. Pourquoi ? Certains métiers sont mal vus, certains métiers sont considérés comme fatigants, etc. Donc il n'y a pas de candidat à ces postes. Et le risque est pour les personnes présentes dans l'entreprise parce que ça va leur faire une surcharge de travail. Je ne parle pas du tout de l'administration qui est en surcharge. Je suis dans une entreprise privée. Je ne me situe absolument pas dans une administration publique. On a également le nombre de jours d'arrêt maladie et le nombre de congés maladie. Là aussi, parce que la quotité de travail par agent, elle va obligatoirement augmenter, vu qu'il faudrait bien que quelqu'un fasse le travail à la place de la personne absente. Donc pour les indicateurs, je les ai classés en trois parties. Les indicateurs relatifs à la santé, les indicateurs relatifs aux relations professionnelles et celles mesurant les relations sociales. Donc, si on regarde le nombre, par exemple, de congés maladie, et c'est des informations, l'avantage de ce tableau de bord de veille sociale, c'est que ces informations sont facilement disponibles, je dirais, de l'entreprise. Ce n'est pas des informations qui nécessitent un temps de recherche important. Donc, le nombre de congés de maladie de courte durée, l'absentéisme répétitif court, en fait, il a des perturbations sur la production, désorganisation du travail,
Il indique malgré tout un désengagement et une baisse de la motivation, et donc il y a un risque au niveau social de l'entreprise. Le nombre de jours de congés non pris, là, on voit dans des entreprises, il y a un cumul de nombre de jours non pris qui est extrêmement important. Et comme l'a dit Madame Verzral tout à l'heure, renouveler le stock d'énergie dans ces cas-là n'est plus possible. Donc là aussi, ça peut être un très bon indicateur sur le surmenage qui peut venir, sur les risques de situations d'épuisement, etc. On a également le nombre d'écrêtements, c'est des changements de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a la perturbation du rythme biologique, de la vie sociale. Et là aussi, c'est des facteurs à risque. Les taux de demande de mutation d'un service à un autre ou d'un atelier à un autre. Là aussi, c'est à prendre en compte pourquoi est-ce que des gens veulent quitter ce service pour aller vers un autre. Il faut s'interroger et comprendre un petit peu les causes. Les emplois non demandés, là aussi, c'est quelque chose qui est important. En Tunisie, on dit il y a des chômeurs. Certes, moi je veux bien croire qu'il y a des chômeurs, tous les chiffres l'attestent, dans tous les pays du monde il y a des chômeurs, mais j'entends beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Et ceci à tous les niveaux. Donc bon, il faut voir un petit peu, analyser un petit peu les causes de ce phénomène. On voit également le taux de rotation, qui a certes un effet positif, c'est les nouvelles expériences, mais également des effets négatifs que tout le monde connaît. Donc ça, hop, je passe, pour faire plaisir à Madame Attia. Ensuite, le taux de salariés hors cadre ayant bénéficié d'une formation. En fait, pourquoi je dis hors cadre? Parce qu'on voit dans la majorité des entreprises, le taux de formation le plus élevé est celui des cadres. Donc, on enlève les cadres et on voit ce qui reste. Est-ce que les salariés ne souhaitent pas se former? Donc ça veut dire qu'ils sont là, ils s'en foutent un petit peu de leur carrière. Ou parce que tout simplement, on ne leur a jamais proposé des formations qui les intéressent à leur niveau. Dans tous les cas, c'est une situation de démotivation. Et un autre souci, on voit beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à la sécurité et à la santé du travail. Il est intéressant de voir le nombre de personnes formées sur cette question. Et donc, c'est l'effort que va faire l'entreprise pour diminuer ces risques. On peut également trouver un autre indicateur qui est le nombre de collaborateurs qui ont fait appel aux médecins du travail. Parce que souvent, les salariés peuvent se confier plus facilement à quelqu'un d'extérieur qui peut avoir une vision objective qu'à quelqu'un qui est au niveau de l'entreprise. Il peut également, et ça on le voit, à l'intérieur des entreprises, des bagarres, des insultes, des menaces, etc. C'est clair que là aussi, c'est signe d'une très mauvaise ambiance de travail et d'un profond malaise dans le travail. Le nombre d'accidents avec arrêt maladie, là aussi, ça veut dire que les gens ne sont peut-être pas si concentrés sur le travail, qu'ils n'appliquent pas les règles de sécurité, que la vigilance n'est pas suffisante. Et là, il faut faire attention, non seulement pour les personnes, les individus, les hommes qui sont dans cette entreprise, mais également pour la désorganisation et la mauvaise qualité du produit ou du service rendu par l'entreprise qui va découler de ces absences. Bon, les accidents de travail avec arrêt maladie, le nombre d'arrêts maladie, etc. Le nombre d'accidents de travail survenus lors d'une mission, là aussi on voit quand même un nombre important, surtout chez les commerciaux, quand ils se déplacent, en fonction de la zone, on peut voir qu'il y a des accidents plus ou moins élevés parce qu'il y a un trac d'aller peut-être vers certaines zones, vu la difficulté de vendre éventuellement. Et les maladies professionnelles. Deuxième grand titre, je dirais, dans ce tableau de bord de veille sociale, c'est les relations professionnelles. Quel est l'effort qui est consenti pour donner du sens au travail, pour améliorer les conditions de vie? C'est le temps donné pour humaniser les relations. Parce que les relations, on parle de relations humaines, mais moi, à mon sens, elles ne sont pas suffisamment humanisées. On va voir le taux d'appel sur l'évaluation, la notation au niveau de l'entreprise. Est-ce que les gens contestent leur évaluation?
Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il n'y a pas de non-dit? J'accepte, mais je ne suis pas d'accord. Donc ça montre tout simplement un climat tendu au niveau de l'organisation et surtout le plus important, c'est que le salarié ne se sent pas reconnu dans l'effort qu'il a mené. On ne va pas dire que tout le monde ne travaille pas. Heureusement que certaines personnes travaillent. Le taux d'appel sur l'évaluation et le nombre de sanctions disciplinaires. On voit en ce moment qu'il y a le nombre de sanctions qui augmente. C'est vrai que les salariés s'octroient, on va dire, de plus en plus de liberté et du coup le nombre de sanctions augmente en parallèle. Le nombre de procédures disciplinaires engagées. Bon. On a le nombre de réunions de service qui vont nous donner une information sur la façon dont l'entreprise appréhende les relations sociales. Est-ce qu'elle convoque régulièrement? Est-ce que les réunions sont faites? Est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui sont absentes au niveau de ces réunions? Plus l'entreprise fait des réunions, alors c'est pas la réunionnite, hein. Il ne s'agit pas du tout de faire des réunions pour faire des réunions. Il s'agit de faire des réunions avec un ordre du jour clair, avec des problèmes à traiter clairs et de sortir de ces réunions avec des solutions claires qu'on peut mettre sur le terrain. Il ne s'agit pas de promettre, il s'agit d'agir. Et on a également un nombre de boycotts des réunions statutaires. Également le nombre de jours de grève en Tunisie, si on voit avant 2011 et après 2011, c'est clair que le nombre de grèves a été multiplié par je ne sais combien, je n'ai pas de chiffres, mais ça ne veut pas dire que la situation d'entreprise s'est dégradée. Il faut faire très attention à ce chiffre. Ça veut dire que les gens ont eu la possibilité, la liberté d'exprimer, peut-être un peu trop, leur mécontentement. Donc voici un petit peu cette structure, vous la trouverez plus détaillée parce que j'essaie d'aller vite sur le CD. Alors, les sources d'insatisfaction, on voit 5 thématiques essentielles. D'abord, le comportement perçu de la direction. Éloignement des centres de décision, absence de reconnaissance pour le travail accompli, incapacité à avoir une vision. En fait, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader qui va expliquer, qui va pousser les gens à agir. Le comportement perçu de l'encadrement, c'est qu'il y a une diffusion insuffisante des rôles du N+1 et du N+2 par rapport à la masse des salariés, une présente insuffisance sur le terrain, un manque de respect pour le personnel, etc. Ensuite, la composition sociologique de l'établissement, ça peut être entre les jeunes et les plus âgés, les anciens et les nouveaux, une représentation du personnel peu structurée et peu représentative, et ça on le voit beaucoup en Tunisie. On voit également, mais dans les vraiment très grandes entreprises, une surenchère entre les différentes organisations syndicales et une existence un petit peu de confrontation sociale. Un autre point, c'est la mise en œuvre perçue des méthodes de management. L'information générale est généralement considérée comme insuffisante, une incompréhension des modes de fonctionnement de l'entreprise, la négligence dans l'accueil des nouveaux embauchés, l'absence d'entretien sérieusement fait, notamment les entretiens d'évaluation, etc. Et ça déclenche chez les salariés des inquiétudes en ce qui concerne la pérennité de l'établissement ou de leur emploi, l'incertitude en ce qui concerne les intentions de la direction, les évolutions défavorables de certains métiers, des relations difficiles, etc. Donc, pour mettre en place un tableau de bord de veille sociale, en fait, les managers, sont amenés, je dirais, à sortir du pilotage du processus de gestion individuelle. Parce que généralement, on voit beaucoup de gestion au cas par cas. Aller vers l'individuel quand c'est nécessaire, oui. Mais avoir d'abord une vision des phénomènes collectifs. Et il s'agit bien d'anticiper sur ces causes collectives. C'est souvent plus efficace que de s'attacher à des cas individuels, sauf quand c'est répétitif. Quand tout le monde vient par la même demande, là, on l'associe complètement à un problème collectif. Donc,
mettre en place une veille sociale qui va associer l'intégralité des managers au niveau de l'organisation. Vous comprenez bien que le responsable des ressources humaines ne peut pas être présent partout dans l'entreprise, dans tous les ateliers, etc. Donc il faut que chaque responsable d'unité, de groupe, de service, d'atelier puisse faire remonter, d'abord la saisir, la comprendre et faire remonter l'information pour pouvoir contribuer à rendre l'entreprise apprenante socialement. On parle beaucoup d'entreprise apprenante, oui, mais l'entreprise apprenante socialement, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour une intégration des dimensions humaines. Donc le climat social n'est pas la responsabilité d'une seule personne et encore moins du DRH tout seul. C'est la responsabilité de tous ceux qui sont au niveau de l'entreprise. Il faut aller au-delà du ressenti. Il n'y a pas une solution. Ce sont les hommes de l'entreprise qui la construisent. Il n'y a pas une solution unique. S'il y avait une solution unique à un problème, je pense que les gens seraient assez intelligents pour pouvoir l'appliquer. Donc la technologie, ça marche, mais avec les hommes, on voit que ça marche beaucoup moins bien. La direction de l'entreprise et les DRH sont amenés à impulser, à conduire le dialogue. Et véritablement, moi je pense que la clé de voûte de tout ça, avoir des outils d'information, c'est très bien, mais il faut avoir le dialogue, la compréhension du phénomène et surtout la volonté d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir les meilleurs... J'ai fini, hein. 30 secondes. Donc, on peut avoir les meilleurs outils, les meilleurs systèmes qu'on va importer d'ici ou d'ailleurs, et d'ailleurs ça c'est un des problèmes, c'est quand la technologie prend le dessus sur tout ce qui est analyse et réaction. On peut avoir le meilleur tableau de bord social, le meilleur bilan social, les meilleurs outils, et il y en a énormément. Le tout, c'est de pouvoir les utiliser. On voit donc qu'il y a une surabondance d'outils de communication face à une pauvreté, mais très grande pauvreté d'échanges et de réactions. Et en fait, lorsqu'on a un déficit d'interaction, on a tendance à se sécuriser à travers les outils. Les entreprises vont vous dire, oui, ben moi j'ai un tableau de bord de veille sociale, oui, moi j'ai un bilan social, oui d'accord, vous avez tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'information que vous récoltez avec ça ? Et c'est là, à mon avis, où il y a un problème. Donc le tableau de bord social ne devrait pas être un outil pour sécuriser les responsables un peu plus. C'est un outil pour ramasser, pour collecter l'information sociale. Il ne va pas traiter tout seul l'information. C'est juste un outil pour collecter une information de manière structurée pour pouvoir la traiter et agir en conséquence. Et je vous remercie pour votre attention.